L'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Benjamin Netanyahou, Premier ministre et ministre des Affaires publiques et de la diaspora de l'État d'Israël. Je prie le protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les délégués, je viens ici de Jérusalem pour m'exprimer au nom de mon peuple, le peuple d'Israël. Je suis venu ici pour parler des dangers auxquels nous sommes confrontés et des possibilités que nous entrevoyons. Je suis venu ici pour montrer les mensonges qui ont été exprimés à partir de cette tribune contre mon pays et contre les braves soldats qui défendent mon pays. Mesdames et Messieurs, le peuple d'Israël prie pour la paix, mais nos espoirs et les espoirs du monde pour la paix sont en péril, car partout où nous nous tournons, l'islam militant avance. Il ne s'agit pas de militants, il ne s'agit pas d'islam, il s'agit d'islam militant. Et en général, ces premières victimes sont d'autres musulmans. Mais ces militants n'épargnent personne, les chrétiens, les juifs, les yazidis, les kurdes. Aucune foi, aucune croyance, aucun groupe ethnique n'est à l'abri d'eux. Et de plus, cela se répand rapidement dans tous les recoins du monde. Vous savez qu'il y a un dicton américain, toutes les politiques sont locales. Pour les militants islamiques, toutes les politiques sont mondiales, car leur but ultime est de dominer le monde. Cette menace peut sembler exagérée à certains, puisque les choses commencent lentement, un peu comme un cancer qui attaque une partie du corps seulement. Mais si l'on ne contrôle pas cela, le cancer croît. Il crée des métastases et il se répand dans de plus en plus de parties du corps. Pour protéger la paix et la sécurité du monde, nous devons enlever ce cancer avant qu'il ne soit trop tard. La semaine dernière, un grand nombre de pays représentés ici ont salué à juste titre le président Obama pour ses efforts à la tête de la lutte contre l'ISIL, l'OIL. Et la semaine d'avant, certains de ces mêmes pays, les mêmes pays qui maintenant sont en faveur de confronter l'OIL, se sont opposés à Israël d'avoir fait face au Hamas. À l'évidence, ils ne comprennent pas que l'OIL et le Hamas sont des branches du même arbre empoisonné. L'OIL et le Hamas partagent une croyance fanatique que tous les deux essayent d'imposer bien au-delà du territoire qu'ils contrôlent. Écoutez ce qu'a dit l'OIL, le calife autoproclamé. Voilà ce qu'il a dit il y a 2 mois. Le jour viendra bientôt où les musulmans sont maîtres partout. Les musulmans obligeront le monde à comprendre la signification du terrorisme et détruiront l'idole de la démocratie. Et Khaled Mashal, maintenant, le dirigeant du Hamas. Et il proclame une vision semblable de l'avenir. Nous disons ceci à l'Ouest. Grâce à Allah, vous serez vaincus. Demain, notre nation sera assise sur le trône du monde.
Et comme la charte du Hamas le dit clairement, le Hamas et son objectif immédiat est de détruire Israël. Mais le Hamas a un objectif plus large. Ils veulent également un califat. Le Hamas partage les ambitions mondiales de ses confrères militants islamistes. Et c'est pour cela que ces partisans sont loués dans les rues de Gaza lorsque des milliers d'Américains ont été tués le 11 septembre. C'est pour cette raison que les dirigeants de Hamas ont condamné les États-Unis d'avoir tué Osama Bin Laden, qu'ils considéraient comme un guerrier saint. Donc, lorsqu'il s'agit de leurs objectifs ultimes, le Hamas, c'est l'OIL, et l'OIL, c'est le Hamas. Et ce qu'ils partagent, ce que tous les islamistes militants, Boko Haram au Nigeria, Al-Shabaab en Somalie, le Hezbollah au Liban, Al-Nusra en Syrie, l'armée Mahdi en Irak, et les branches d'Al-Qaïda au Yémen, en Libye, aux Philippines, en Inde et ailleurs. Certains sont des sunnites radicaux, d'autres sont des chiites radicaux. Certains souhaitent restaurer un califat prémédiéval. D'autres souhaitent voir le retour apocalyptique d'un imam du IXe siècle. Ils se sont situés dans différentes terres, ils visent différentes victimes et ils se tuent même les uns les autres dans leur lutte pour la suprématie. Mais ils partagent tous une idéologie fanatique. Ils souhaitent tous créer des enclaves de plus en plus importantes d'islamistes militants, où il n'y a aucune tolérance et aucune liberté, où les femmes sont traitées comme du bétail, où les chrétiens sont décimés, où les minorités sont subjuguées. Et parfois, elles se voient présenter le choix de se convertir ou de mourir. Pour eux, tout le monde peut être considéré infidèle, y compris d'autres musulmans. Mesdames et messieurs, le militantisme islamique et son ambition de dominer le monde semble être quelque chose de fou, mais les ambitions mondiales d'une autre idéologie fanatique qui est venue au pouvoir il y a des décennies de cela paraissaient également folles au départ. Les nazis croyaient à une race supérieure et les islamistes croient à une religion supérieure. Le seul désaccord, c'est de savoir qui parmi eux sera le maître de cette religion de maître. C'est le seul désaccord. Et donc, la question dont nous sommes saisis, le problème auquel nous faisons face, c'est si ce militantisme islamique aura les moyens de réaliser ses ambitions. Et il y a un endroit où cela pourrait se passer d'ici peu. L'État islamique d'Iran. Il y a 35 ans, depuis 35 ans, l'Iran a poursuivi sa mission mondiale établie par ses dirigeants fondateurs, l'ayatollah Khomeini, avec les mots suivants. Nous allons exporter notre révolution au monde entier jusqu'à ce que le cri « Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah » soit entendu partout dans le monde. Et depuis lors, ceux qui font appliquer brutalement ce régime, les gardes révolutionnaires, ont fait exactement cela. Écoutez ce que dit le commandant actuel, le commandant Halim Jafreh. Et il a dit cet objectif, il a annoncé cet objectif très clairement. Notre imam n'a pas limité la révolution islamique à ce pays. Notre devoir est de préparer la voie pour un monde islamique, un gouvernement islamique du monde. Le président Rouhani de l'Iran, qui a pris la parole la semaine dernière, et qui a versé des larmes de crocodile sur ce qu'il appelle la mondialisation du terrorisme. Peut-être qu'il pourrait nous éviter ces larmes ridicules et parler directement au commandant des gardes révolutionnaires iraniens. Il pourrait leur demander de mettre fin à leur campagne mondiale de terreur, notamment des attaques dans 12 de pays sur 5 continents depuis 2011. Dire que l'Iran ne pratique pas le terrorisme, c'est comme dire que Doug Gillon n'a jamais joué pour les Yankees.
cette façon qu'a ce président iranien de dénoncer la propagation de l'islamisme doit être l'un des langages doubles les plus incroyables que nous ayons entendus. La campagne mondiale de terreur, cette subversion du Moyen-Orient est bien au-delà du Moyen-Orient. Certains pensent qu'il s'agit de l'œuvre d'extrémistes. Ils disent que les choses sont en train de changer. Ils ont parlé des élections de l'année dernière en Iran. Ils ont dit que le président de l'Iran, qui parle de façon si douce, ont changé non seulement le ton de la politique étrangère de l'Iran, mais également le fond de la politique étrangère de l'Iran. Et pense que Houranien Zarif veut se réconcilier avec l'Ouest, qu'ils ont abandonné cette mission mondiale de la révolution islamique. Vraiment? Voyons ce qu'a écrit le ministre des Affaires étrangères dans son livre il y a quelques années de cela. Nous avons un problème fondamental avec l'Ouest, avec l'Occident, et en particulier avec l'Amérique. Ceci est dû au fait que nous sommes les héritiers d'une mission mondiale qui est liée à notre détermination, notre mission mondiale qui est liée à notre raison d'être. Et ensuite, Zarif pose la question suivante, une question intéressante. Il dit, comment se fait-il que la Malaisie, et il parle d'un pays qui a majorité musulmane. Comment se fait-il que la Malaisie n'a pas des problèmes semblables? Et là, il répond à sa question. Parce que la Malaisie n'essaie pas de changer l'ordre mondial, l'ordre international. Voilà un modéré, d'après ce qu'il dit. Donc, ne vous leurrez pas avec cette offensive de charme de l'Iran. Cette offensive a été conçue dans un seul but, de faire lever les sanctions et d'éliminer les obstacles à la voie vers la bombe de l'Iran. La République islamique d'Iran essaie maintenant d'avancer à marche forcée vers un accord qui permettra de lever les sanctions auxquelles elle est toujours confrontée et ce qui permettra des milliers de centrifuges de continuer à enrichir de l'uranium. Et ceci consolidera la place de l'Iran en tant que puissance nucléaire. Et à l'avenir, au moment qu'elle choisira, l'Iran, le régime le plus dangereux au monde, dans la région la plus dangereuse du monde, obtiendra l'arme la plus dangereuse du monde. Permettre cela de se produire représenterait la plus grande menace pour tous. Une chose, c'est de faire face à des militants islamistes sur des camions armés de mitraillettes. Une autre chose, c'est de lutter contre des militants islamistes armés d'armes de destruction massive. Je me souviens que l'année dernière, tout le monde ici était préoccupé à juste titre par les armes chimiques en Syrie, y compris la possibilité qu'elles puissent tomber entre les mains de terroristes. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Et le président Obama mérite d'être loué d'avoir dirigé les efforts diplomatiques pour démanteler essentiellement toutes les capacités en termes d'armes chimiques de la Syrie. Et imaginez à quel point ce serait plus dangereux si l'État islamique, si l'EIL possédait des armes chimiques. Et maintenant, imaginez-vous à quel point cela serait encore plus dangereux si l'État islamique d'Iran possédait des armes nucléaires. Mesdames et messieurs, est-ce que vous laisseriez l'EIL enrichir de l'uranium? Est-ce que vous laisseriez l'EIL construire un réacteur à eau lourde? Est-ce que vous laisseriez l'EIL développer des missiles balistiques intercontinentaux? Bien sûr que non. Donc il ne faut pas non plus laisser l'Iran faire cela, car voilà ce qui va se passer. Une fois que l'Iran produira des bombes atomiques, tous les sourires, tout ce charme va tout simplement disparaître, s'évanouir dans la nature. Et c'est à ce moment-là qu'on verra le vrai visage des imams. Et ils lanceront leur fanatisme à travers le monde. Il n'y a qu'une façon responsable d'agir, de prendre en compte cette menace.
de lutter contre cette menace. Les capacités militaires nucléaires de l'Iran doivent être complètement démantelées. Ne nous trompons pas. Il faut vaincre l'EIL, mais pour vaincre l'EIL et de permettre à l'Iran d'être sur le seuil d'être une puissance nucléaire, c'est gagner une bataille mais perdre la guerre. Vaincre l'EIL et laisser l'Iran au seuil de parvenir à une puissance nucléaire, c'est gagner une bataille mais perdre la guerre. Mesdames et messieurs, la lutte contre l'islamisme militant est indivisible. Lorsque ce dernier réussit, où que ce soit, ils se sont plus forts partout. Lorsque l'on arrive à lui porter un coup à un endroit, il recule partout. Et c'est pour cette raison que la lutte d'Israël contre le Hamas n'est pas seulement notre combat, c'est votre combat également. L'Israël lutte contre le fanaticisme aujourd'hui, un fanaticisme auquel vos pays seront peut-être confrontés demain. Pendant 50 jours cet été, le Hamas a tiré des milliers de roquettes contre Israël, et un grand nombre d'entre elles fournies par l'Iran. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vos pays feraient si des milliers de roquettes étaient tirées contre vos villes. Et imaginez des millions de vos citoyens ayant quelques secondes au maximum pour se rendre à toute vitesse dans des abris anti-bombes jour après jour. Vous ne laisseriez pas des terroristes tirer des roquettes contre vos villes avec impunité. Vous ne laisseriez pas non plus des terroristes creuser des milliers, de centaines de tunnels terroristes sous vos frontières afin d'attaquer vos villes, de tuer et d'enlever vos citoyens. Israël s'est défendu à juste titre à la fois contre les attaques à la roquette et les tunnels de la terreur. Et pourtant, Israël a fait face à un autre défi. Nous avons fait face à une guerre de propagande, car dans une tentative de gagner la sympathie du monde, le Hamas a utilisé avec cynisme les Palestiniens comme bouclier humain. Il a utilisé les écoles, pas seulement des écoles de l'ONU, des maisons privées, des mosquées, même des hôpitaux, pour stocker et tirer des roquettes vers Israël. Alors qu'Israël a mené des frappes chirurgicales contre les lieux de lancement de roquettes et les tunnels, malheureusement, des civils palestiniens ont été tués, ce qui n'était pas volontaire. Les images terribles que nous avons vues ont entraîné des accusations sans fondement qu'Israël visait délibérément les civils. Ce n'était pas le cas. Nous regrettons profondément chaque perte civile. Et la vérité est la suivante. Israël faisait tout son possible pour réduire le nombre de pertes civiles et le Hamas faisait tout pour augmenter au maximum les pertes civiles israéliennes et palestiniennes. Israël a laissé tomber des brochures, a envoyé des investissements sur la radio, sur la télévision, etc., pour que les Palestiniens fuient ces zones. Aucune autre armée dans l'histoire n'a fait autant d'efforts pour éviter des pertes parmi la population civile de leurs ennemis. Et cette préoccupation pour la vie palestinienne est d'autant plus remarquable, étant donné que des civils israéliens étaient bombardés jour après jour, nuit après nuit par des roquettes. Et alors que leurs familles subissaient des tirs de roquettes par le Hamas, l'armée citoyenne d'Israël, les braves soldats des forces de défense israéliennes, nos jeunes garçons et filles, ils ont appliqué les valeurs humaines et morales les plus élevées que toute armée dans le monde. Les soldats d'Israël méritent non pas d'être condamnés, mais d'être admirés. Ils méritent une admiration de la part des personnes décentes partout dans le monde. Maintenant, voilà ce qu'a fait Hamas.
Hamas a placé ses batteries de missiles dans les zones résidentielles et a demandé aux Palestiniens d'ignorer les avertissements d'Israël leur demandant de partir. Et au cas où certains n'auraient pas entendu le message, ils ont exécuté des civils palestiniens à Gaza, ceux qui ont osé protester. Et ce qui est encore plus répréhensible, le Hamas a placé délibérément ses roquettes dans des endroits où les enfants palestiniens vivaient et jouaient. Je peux vous montrer une photo. Elle a été prise par une équipe de France 24 pendant le conflit récent. On voit 2 lanceurs de roquettes du Hamas qui ont été utilisés pour nous attaquer. Vous voyez 3 enfants qui jouent juste à côté. Le Hamas a placé délibérément ses roquettes dans des centaines de lieux résidentiels tels que celui-ci. Des centaines. Mesdames et messieurs, il s'agit là d'un crime de guerre. Et j'ai dit au président Abbas, il s'agit de crimes de guerre commis par vos partenaires du Hamas dans le gouvernement d'unité nationale et dont vous êtes responsable. Voilà les vrais crimes de guerre sur lesquels vous aurez dû faire des enquêtes, ou contre lesquels vous aurez dû vous exprimer à partir de cette tribune la semaine dernière. Mesdames et messieurs, alors que les enfants d'Israël se réfugiaient dans des bunkers, alors que les roquettes pleuvaient du ciel, la différence morale fondamentale entre le Hamas et Israël n'aurait pas à être plus claire. Israël utilisait ses missiles pour protéger ses enfants. Hamas utilisait ses enfants pour protéger ses missiles. En menant des enquêtes contre Israël plutôt que le Hamas pour des crimes de guerre, le Conseil des droits de l'homme a trahi sa mission de protection des innocents. Au contraire, elle inverse les lois de la guerre. Israël, qui a pris des mesures sans précédent pour réduire les pertes civiles, Israël est condamné. Le Hamas, qui a à la fois visé des civils et s'est caché derrière des civils, c'est un double crime de guerre. Le Hamas reçoit une carte blanche. Le Conseil des droits de l'homme envoie donc un message clair aux terroristes partout dans le monde. Utilisez les civils comme bouclier humain. Utilisez encore et encore. Et vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, cela marche. En accordant une légitimité internationale à l'utilisation de boucliers humains, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est par conséquent devenu un conseil de terrorisme. Et cela aura des répercussions. Ça a probablement déjà des répercussions concernant l'utilisation de civils comme boucliers humains. Et ce n'est pas seulement nos intérêts qui sont en jeu, ce ne sont pas seulement nos valeurs qui sont attaquées, ce sont vos intérêts et vos valeurs également. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde plongé à la tyrannie, la terreur, qu'il s'agisse des crimes commis à Téhéran, les prisonniers politiques, des jeunes filles qui sont enlevées en masse au Nigeria et des centaines de milliers de personnes sont assassinées en Syrie, en Irak, et près de la moitié des résolutions du Conseil des Nations Unies, des droits de l'homme des Nations Unies, se concentrent sur un seul pays. Elles ont été dirigées contre Israël, la seule vraie démocratie au Moyen-Orient. Israël, où les questions sont débattues ouvertement au sein de notre Parlement, où les droits de l'homme sont protégés par des cours indépendantes et où les femmes, les gays, les minorités vivent dans une société réellement libre. Conseil des droits de l'homme, c'est une absurdité, mais je dirais cela néanmoins. Le traitement biaisé d'Israël par ce Conseil n'est qu'une manifestation du retour de l'un des préjugés les plus anciens dans le monde. Nous entendons des bandes, des manifestants qui demandent que l'on gaze les Juifs. Nous entendons des dirigeants nationaux comparer Israël aux nazis. Et ce n'est pas dû aux politiques d'Israël. Ceci est dû à des esprits malades
Et cette maladie a un nom. Ça s'appelle l'antisémitisme, qui est en train de se répandre même dans les milieux polis, où il se cache sous la forme de critiques justifiées d'Israël. Pendant trop longtemps, les Juifs ont été démonisés. On les a parlé d'avoir tué Dieu, le déicide. Aujourd'hui, l'État d'Israël est accusé d'apartheid, est accusé de génocide. Génocide. Dans quel univers le génocide comprend-il l'avertissement des civils de s'éloigner des zones de danger ou de garantir à ce que ces personnes reçoivent des milliers de tonnes d'aide chaque journée, alors même qu'ils nous tirent dessus, ou de mettre en place des hôpitaux de campagne pour les blessés? Eh bien, je pense que c'est le même univers où un homme qui a écrit une dissertation de mensonges sur l'Holocauste et qui insiste sur une Palestine sans juifs, où un tel homme peut venir ici à cette tribune et accuser sans honte, de façon honteuse, Israël de génocide et d'épuration ethnique. Dans le passé, des mensonges contre les juifs étaient les précurseurs du meurtre de notre peuple. Mais cela ne sera plus le cas. Aujourd'hui, nous, le peuple juif, avons le pouvoir de nous défendre. Nous nous défendrons contre nos ennemis sur le champ de bataille. Nous montrerons leurs mensonges contre nous dans le tribunal de l'opinion publique. Israël continuera à être fier et ne se pliera pas. Mesdames et messieurs, malgré les immenses défis auxquels Israël est confronté, je pense que nous avons une occasion historique. Après des décennies de considérer Israël comme leur ennemi, certains dirigeants, certains États importants dans le monde arabe reconnaissent de plus en plus qu'ensemble, nous et eux, faisons face à un grand nombre de dangers semblables. Et essentiellement, cela signifie un Iran doté d'armes nucléaires et les mouvements islamites militants qui gagnent du terrain dans le monde sunnite. Nos défis pour transformer ces intérêts communs, pour créer un partenariat productif, un partenariat qui permettra de créer un Moyen-Orient plus sûr, plus prospère, plus stable. Ensemble, nous pouvons renforcer la stabilité, nous pouvons faire avancer des progrès dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, des transports, dans tant de domaines. Et je pense que le partenariat entre nous peut également aider à faciliter la paix entre Israël et les Palestiniens. Maintenant, un grand nombre de personnes pensent qu'une paix entre Israël et la Palestine pourrait faciliter un rapprochement entre Israël et le monde arabe. Mais ces jours, je pense que c'est peut-être l'inverse. Savoir qu'un rapprochement plus important entre Israël et le monde arabe pourra peut-être faciliter une paix entre Israël et la Palestine. Et donc, pour parvenir à cette paix, nous devons nous tourner non seulement vers Jérusalem et Ramallah, mais également vers le Caire, vers Amman, vers Abu Dhabi, Riyad et d'autres villes. Je pense que la paix peut être réalisée avec la participation active des pays arabes, ceux qui sont prêts à fournir un appui indispensable, politique, militaire et autres. Et je suis prêt à faire un engagement, à prendre un engagement, faire un compromis historique, non pas parce qu'Israël occupe une terre étrangère. Le peuple d'Israël n'occupe pas la terre d'Israël. L'histoire, l'archéologie et le bon sens montrent clairement que nous avons eu un attachement unique à cette terre depuis plus de 3000 ans. Je veux la paix parce que je veux créer un meilleur avenir pour mon peuple. Mais il faut que ce soit une paix véritable, une paix qui est ancrée dans la reconnaissance mutuelle et des arrangements de sécurité durables, des arrangements forts et solides sur le terrain.
car on constate que les retraits d'Israël, du Liban et de Gaza ont créé deux enclaves islamistes à nos frontières, d'où des dizaines de milliers de roquettes ont été tirées contre Israël. Et ces expériences montrent, accroissent les préoccupations sécuritaires d'Israël quant à des concessions possibles territoriales à l'avenir. Ces préoccupations de sécurité sont encore plus grandes aujourd'hui. Regardez autour de vous. Le Moyen-Orient est plongé dans le chaos. Les États sont en train de se désintégrer. Et l'islamisme militant est en train de remplir le vide. Israël ne peut pas avoir des territoires d'où il se retire pris par des islamistes militants, encore une fois, comme cela s'est produit à Gaza et au Liban. Cela permettrait à l'OIL d'être à quelques kilomètres à peine de 80% de notre population. Réfléchissez-y. La distance entre les lignes de 1967 et les quartiers de Tel Aviv, c'est comme la distance entre le bâtiment de l'ONU ici et Times Square. Israël est minuscule. Et c'est pour cette raison que dans tout accord de paix, qui bien sûr nécessitera des engagements territoriaux, j'insisterai toujours sur le fait qu'Israël doit être en mesure de se défendre par elle-même contre toute menace. Et pourtant, malgré tout ce qui s'est passé, certains ne prennent toujours pas au sérieux les préoccupations de sécurité d'Israël. Mais moi, oui, et ce sera toujours le cas pour moi. Car en tant que Premier ministre d'Israël, on m'a confié la responsabilité immense de garantir l'avenir du peuple juif et de l'État juif. Et quelles que soient les pressions qui s'exerceront sur moi, je ne vacillerai jamais pour ce qui est d'assumer ces responsabilités. Je pense qu'avec une nouvelle approche de la part de nos voisins, nous pourrions faire avancer la paix malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. En Israël, nous avons un historique de rendre l'impossible possible. Nous avons transformé une terre désolée en une terre florissante, avec très peu de ressources naturelles. Il suffit de voir les esprits fertiles de notre peuple qui a transformé Israël en un centre mondial de technologie et d'innovation. Et bien sûr, la paix permettra à Israël de réaliser son plein potentiel et de donner un avenir prometteur, pas seulement pour notre peuple et le peuple palestinien, mais pour nombreux autres peuples dans la région. Mais l'ancienne matrice, l'ancienne idée pour la paix doit être actualisée. Il faut qu'elle prenne en compte de nouvelles idées, de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités pour nos voisins arabes. Mesdames et messieurs, il existe un nouveau Moyen-Orient qui présente de nouveaux dangers, mais également de nouvelles possibilités. Israël est prêt à travailler avec ses partenaires arabes et avec la communauté internationale pour faire face à ces dangers et pour saisir ces possibilités, ces occasions. Ensemble, nous devons reconnaître la menace mondiale de l'islam militant, la nécessité de démanteler les capacités nucléaires iraniennes et le rôle indispensable des États arabes pour faire avancer la paix avec les Palestiniens. Tout ceci est peut-être contraire au bon sens habituel, mais c'est pourtant la vérité. Il faut toujours exprimer la vérité, en particulier ici, aux Nations Unies. Isaïe, un grand prophète de la paix, nous a dit, il y a près de 3000 ans, à Jérusalem, qu'il fallait exprimer la vérité face au pouvoir. Pour le sort de Zion, je ne resterai pas muet. Pour le sort de Jérusalem, je ne resterai pas immobile. Tant que la justice ne brillera pas et tant que la salvation ne sera pas comme une torche qui brille, mesdames et messieurs, allumons une torche de la vérité, de la justice, pour
préserver notre avenir commun. Merci. On behalf